Bonjour à tous, donc je suis Sébastien Doat, cofondateur de ITER Advisor avec Benjamin Ziza, ici présent. On a lancé notre société en courant 2020. On a tous les deux été CFO de boîtes dans le secteur du marketing, de la tech, de tout secteur digital. On a fait nos armes dans ce genre de secteur d'activité. On est parti du constat que l'activité de directeur financier dans une société ou dans un groupe de sociétés pouvait être optimisée, notamment au niveau du temps de travail, au niveau de l'expérience à fournir pour ces sociétés. On a mis à profit nos compétences mutuelles. On a des compétences très similaires avec Benjamin et aussi très spécifiques sur certains domaines qui peuvent être notamment la comptabilité, bien sûr, ou alors les préparations pour les futures levées de fonds pour les groupes de sociétés. On est actuellement sur Barcelone. On travaille avec des entreprises forcément multinationales ou plutôt internationales. Ce sont quand même des groupements d'entreprises assez jeunes, forcément sous format startup, qui peuvent être implantés dans plusieurs pays distincts. Et on intervient aujourd'hui pour vous présenter qu'est-ce qui fait, pourquoi on a lancé le concept de CFO part-time ici à Barcelone. Exactement. Et du coup, je vais pas rajouter beaucoup de choses. Je vais partir sur la présentation. Mais donc, moi, je suis Benjamin, français aussi, installé à Barcelone depuis 6 ans. On a effectivement, comme indiqué Sébastien, on a lancé la société l'année dernière. Et voilà, en fait, c'est tout ce cheminement intellectuel qu'on va essayer de vous partager ici pendant la présentation et essayer d'expliquer comment ça se fait que le concept de CFO part-time se développe de plus en plus et pourquoi il plaît de plus en plus et pourquoi il fait sens surtout. Euh, et puis moi, en parlant de moi, c'est un parcours assez classique, comme l'a dit Sébastien. On est passé par l'audit des grands groupes, des prestations de CFO dans des groupes internationaux et puis après on a lancé la boîte. Donc je vous propose qu'on se lance directement sur le vif du sujet, de pourquoi un CFO part-time. Donc juste en préambule, cette présentation, elle a été vraiment pensée pour accompagner pour expliquer aux chefs d'entreprise qui se lanceraient pourquoi on pourrait faire un DAF externalisé. Donc, le premier point d'ancrage, c'est qu'est-ce que c'est qu'un directeur financier? Alors, ça a parlé à beaucoup de gens, cette slide, je pense que c'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais ici, ce que je voulais juste voir, c'est quand on parle de directeur financier, à quoi on parle? Et généralement, il y a 6 grandes catégories qu'on a essayé de voir, et les 6 grandes catégories, qu'on a développées, la première en fait, c'est le business partner. Je pense que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Ça va être le bras droit du CEO. Généralement d'ailleurs, le CFO évolue en CEO, dans pas mal de fonctions, parce qu'il l'a vu sur tout, parce qu'il connaît le business, parce qu'il comprend les mécanismes et parce que généralement il a une aide, au chef d'entreprise et puis c'est aussi un contact privilégié, des associés. Une des secondes facettes qu'on va demander au directeur financier, c'est souvent la casquette de manager, puisque généralement et souvent dans les petites entreprises, c'est lui qui va manager alors non seulement ses équipes financières, il va souvent être le DRH. C'est souvent lui qui va s'occuper, de la paye, de la fonction paye et on va dire en plus de faire la paye, il va généralement gérer les augmentations de salaire, les grilles salariales. Donc du coup, il va aussi faire, les entretiens annuels. Donc du coup, il va s'occuper d'absolument tout et généralement, le directeur financier, quand on pense à lui, on va aussi penser en tant que manager. L'autre facette du directeur financier qu'on aime bien mettre en avant, c'est la facette de DSI. C'est quelque chose qui est beaucoup, dont on parle beaucoup en tant que directeur financier entre nous. C'est quelque chose qui est un petit peu moins vu, auprès des entrepreneurs. Mais finalement, le directeur financier et de plus en plus avec l'évolution des technologies, c'est lui qui va mettre en place les process, les systèmes d'information pour qu'on ait d'un côté la partie business qui fonctionne bien, mais de l'autre côté, toute la partie, automatisation qui fonctionne. Ça va être vrai pour du e-commerce, mais ça va être vrai pour absolument tout type. En fait, plus il va y avoir de digital, plus le directeur financier va avoir besoin de se rapprocher du DSI et ça, c'est quelque chose, c'est une tendance qui de toute façon est de plus en plus là et de plus en plus présente. Le 4e point, alors là, c'est la partie qui, en fait, saute aux yeux directement quand on parle de directeur financier. C'est généralement alors quand c'est un peu péjoratif, on dit le directeur financier, c'est le comptable. Quand c'est un peu plus,
quand c'est un peu plus, heu ah je ah oui d'accord. Pardon. Quand le comptable et l'analyste, en fait, on va demander au directeur financier, bah, de gérer toute la partie, chiffrée, en fait, bah, de tenir à jour la comptabilité, de tenir à jour les taxes, de tenir à jour le controlling, de gérer le cash. Donc là, on est vraiment on va dire, sur la fonction basique, du comptable, du directeur financier. Ensuite, on a la partie advisor. Cette partie-là, la partie advisor, c'est une partie qui est essentielle et qui est souvent oubliée des différents chefs d'entreprise. C'est que le directeur financier, il a généralement un réseau, il a généralement une opinion, il a généralement vu pas mal de situations différentes parce qu'il a travaillé souvent en conseil avant et puis aussi parce qu'on a un réseau professionnel d'entraide. Et c'est vrai que cette partie advisor sur des directions stratégiques, sur des levées de fonds, sur toute une partie de comment gérer son capital, comment gérer l'investissement, bah, cette partie advisor, c'est une partie qui est souvent oubliée, mais par contre, c'est quelque chose qui est essentiel et qui fait partie du job de directeur financier. Et puis enfin, ça c'est la partie que nous on aime le moins, mais qui malheureusement, est un peu vraie, surtout dans les phases, heu, très, de début d'activité, c'est la partie office manager. C'est une partie qu'on n'aime pas du tout nous, parce que j'ai au final, à tout faire, on s'occupe aussi de la partie administrative et on se retrouve, à gérer, l'allocation des bureaux comme le stock de papier toilette. C'est une partie qui malheureusement dans les premiers stades de l'entreprise, le directeur financier, étant là pour gérer la partie des achats, toute la partie administrative, c'est une partie qui nous incombe et dont on s'occupe un peu malgré nous. Donc ça, on va dire, c'est les grands axes de qu'est-ce qu'un directeur financier. Ça nous amène en fait à notre slide suivante qui est de se dire, il existe beaucoup de tâches qu'on va faire à un directeur financier, mais j'imagine que chacun de vous, avez pu vous rendre compte qu'en fonction du stade de l'entreprise, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes besoins. Et c'est justement, ce qu'on va essayer de voir dans la slide suivante, qui est justement quel type de besoin et quel type de tâche va être réalisé par un directeur financier en fonction du stade de développement de l'entreprise. Donc, on va partir de l'entreprise qui est la création de la société. Vous venez de créer de votre société. Généralement, il y a un ou 2 fondateurs qui sont des personnes qui sont orientées business. Il y a assez peu de personnes qui sont gérées, finance et globalement, la partie, finance de l'entreprise, elle va se résumer à 4 grands axes. Il va y avoir la partie comptabilité, parce que ça, on est bien obligé de faire la comptabilité. Heu, donc c'est toute la partie, tax compliance, mais on va vraiment faire le minimum du minimum. On va prendre le RP le plus cheap du marché. On va regarder le cash. On va se dire: «Bon, là, combien on a sur notre compte en banque?» Finalement, ça va être le chef d'entreprise qui va être avec sa petite carte bancaire, qui va regarder son compte en banque tous les 2 jours pour regarder qu'on est bien positif, qui va essayer de regarder son cash burn et globalement, on va avoir un contrôle qui est relativement faible. Les acomptes receivables, ça va être les premiers stages de l'entreprise, donc ce qu'on veut, c'est facturer et on va juste s'occuper de faire de la facturation et on va essayer de s'occuper de re de d'avoir ces de se faire payer et généralement, c'est des friends and family les premiers clients. Donc on va appeler nos amis pour se faire payer, pour se faire payer le plus rapidement possible. Donc on va avoir toute une gestion un petit peu artisanale et puis les acomptes payables, c'est généralement le chef d'entreprise qui a sa CB et qui va aller faire, ses achats et qui va aller, heu, gérer un petit peu comme il peut on a besoin d'une imprimante, j'achète une imprimante, on a besoin de payer ça, j'achète ça et on va recevoir les factures. Généralement, il y a assez peu de contrôle, c'est assez chaotique et c'est les premiers stages de création de société. Je pense que si autour de la table, il y a des personnes qui en sont là ou qui ont déjà créé des sociétés, je pense qu'ils sont passés par là et c'est quelque chose qui est relativement normal. Arrive le deuxième stade qui finalement, est l'évolution logique. C'est qu'une fois qu'on a fait notre proof of concept, qu'on sait qu'on a un produit qui marche, on va essayer de rentrer dans la phase de croissance. C'est là que les problèmes arrivent parce que les process du début ne fonctionnent plus vraiment, parce que les amis du début ne payent plus forcément en temps et en heure et du coup, tous les process qu'on a vus ici vont petit à petit se complexifier de façon un peu pernicieuse, comme on va le voir. La partie comptabilité qui avant était une partie qui était assez simple, c'est on rentre les factures, on envoie ça à notre restor, pardon, en Espagne c'est le restor, mais en France c'est, l'expert comptable. En fait, ça va se transformer en une espèce de bloc administratif qui va être assez pénible à gérer si c'est pas bien organisé. On va avoir toute la partie taxe et légale, qui commence à arriver, la partie droit des contrats, la partie comptabilité se complexifie un peu parce qu'on a un peu plus de volume, donc les coûts augmentent nécessairement, mais la complexité des dossiers aussi.
Et puis la partie HR commence à prendre une place un peu plus importante. On commence à embaucher plus de personnes. La partie sociale, les fiches des payes devient un peu plus compliqué. Malgré les outils comme Payfit, bah, il faut quand même les comprendre, il faut quand même pouvoir interagir avec. Et puis, il y a la gestion des absences qui commence à se faire. Donc la partie administrative devient un petit peu plus velue et commence à demander un peu plus de temps et d'organisation. Ensuite, si on continue sur les mêmes axes, on a la partie cash. La partie cash aussi, elle devient un peu plus velue parce qu'on commence à avoir beaucoup plus de volume, donc des variations beaucoup plus importantes de trésorerie. Du coup, ça nécessite d'avoir un cash forecast et puis un suivi de la trésorerie. On va commencer à avoir peut-être des devises, on va avoir des notions d'investissement, de cash qui traîne. Donc, en fait, on va quand même avoir toute cette notion-là qu'il est intéressant de développer. Ensuite, il y a la partie account receivable. Sans rentrer dans le détail, il y a l'augmentation des volumes, mais je pense que le plus gros défi, c'est les impayés qui arrivent à ce stade-là de l'entreprise. Pour ce qui est des accounts payables, on va avoir une complexification du processus et surtout, on va avoir beaucoup plus d'achats. C'est des phases en phase de croissance, c'est généralement là où le bas blesse, c'est que les achats commencent à devenir incontrôlés ou alors beaucoup trop stricts. C'est-à-dire que soit c'est le CEO qui valide tous les achats, soit c'est le CFO et du coup, on se retrouve avec une phase qui est un petit peu pénible pour toute la partie account payable. Et puis enfin, toute la partie reporting, parce qu'en phase de croissance, on commence à avoir besoin de reporting. On a besoin d'envoyer des reporting peut-être à nos investisseurs. On a besoin de suivre aussi l'évolution du business, savoir alors où on est rentable. On doit commencer donc à analyser le PNL. Et ça, c'est la première phase. J'espère que je ne vais pas trop vite. J'espère que c'est compréhensible. Je vais assumer que oui, et puis je vais continuer la présentation. Du coup, ensuite, ça c'est la troisième phase. Alors c'est une phase où peut-être certains aspirent à être, certains y sont déjà. C'est la phase d'internationalisation. Finalement, c'est notre produit marche. On a réussi à passer cette première phase de croissance. On n'est plus orienté chiffre d'affaires. On commence à être orienté ROI, donc Return on Investment, sur la performance du capital. Et on commence à se demander comment on peut optimiser. Donc, on pense plus en marge plutôt qu'en chiffre d'affaires. Et dans ce cas-là, vous allez voir, le schéma il est assez complexe. Là, on commence à devenir un peu plus. On commence à avoir beaucoup de notions. La première, c'est la notion de stratégie. On ne peut plus arriver à faire n'importe quoi, à juste essayer de faire de la croissance pour de la croissance. On a besoin de la stratégie. Et là, dans ce cadre-là, la fonction financière, c'est trouver des financements. Ça peut être des subventions, ça peut être des investisseurs, ça peut être aussi donner des conseils opérationnels de type cette business unit, elle ne fonctionne pas. Aujourd'hui, elle n'est pas rentable, il faut mettre notre énergie ailleurs. Ça, c'est vraiment le rôle du CFO et c'est le rôle du CFO qui finalement était utile avant, mais devient vraiment important en phase d'internationalisation. On a une autre bloc qui a évolué lui aussi, qui est le bloc du controlling. Avant, on faisait un peu de PNL, on essayait de suivre tout ce qu'il fallait faire. Et maintenant, en fait, c'est plus suffisant. Dans une phase d'internationalisation, on a besoin de gérer la stratégie, de faire des budgets, de se tenir au budget, de faire des gap analysis, de faire des reports, de gérer nos investissements, de gérer nos fonds. On devient quelque chose qui est beaucoup plus complexe et généralement, on est obligé d'avoir un controlling qui est à part, qui fonctionne soit en département, soit avec une personne dédiée. En tout cas, on est obligé de le développer. La troisième phase qui s'est complexifiée aussi, c'est la partie compliance. Parce que ce qu'on faisait avant des taxes et de la comptabilité, dans un environnement international, on est obligé d'avoir ce genre soit un département, soit une personne dédiée. Quand je parle de compliance, c'est de la comptabilité, avoir une comptabilité qui soit en ordre. C'est aussi la taxe compliance. Pourquoi? Parce qu'on a aussi beaucoup d'audits. Plus on grossit vite pour avoir des audits fiscaux, des audits légaux, et puis aussi toute la partie légale surtout. Droit du contrat, on se met dans un autre pays, quel type de, de, de législation, la législation du social, la législation fiscale, la législation. En fait, on va vraiment avoir besoin de tout un département compliance qui nous accompagne. Ensuite, la partie administrative, je n'ai pas voulu faire de réédit, mais globalement, elle se densifie assez massivement, en partie liée à l'internationalisation. Donc, ça va être tout, par exemple, déclarer ses impôts en France, c'est pas la même chose que déclarer ses impôts en Espagne ou en Roumanie parce qu'on vient d'ouvrir un centre de services partagé ou dans d'autres pays. Donc, c'est toute cette partie de gérer l'internationalisation. La partie cash, forcément, avec une notion d'internationalisation, il y a les mêmes notions qu'avant, avec beaucoup plus de devises généralement, donc c'est toute une partie à faire. Et puis, généralement, c'est aussi là où on met en place du cash pooling entre les différentes sociétés du groupe, des conventions de trésorerie, ce genre d'éléments.
Là, c'est aussi une grosse partie qui est très, très importante, c'est la partie SIA process. Donc j'ai groupé la partie account receivable et account payable, donc qui sont les achats et les ventes, parce que finalement, quand on s'internationalise, on ne peut plus avoir quelque chose qui n'est pas automatisé. On est obligé d'avoir des process qui sont super bien définis en amont, qui soient très bien codés et qui nous permettent d'avoir tout ce cheminement qui nous permet de faire du volume et qui nous permet de scaler. Ce qui aujourd'hui, dans toutes les entreprises technologiques, c'est un petit peu l'objectif, c'est de pouvoir trouver un modèle qui est scalable. Et puis enfin, toute la partie HR. Alors généralement, et ça ferait plaisir, c'est Jérôme, il me semble, c'est toute la partie HR que le DAF ne peut plus se charger de l'HR. On a besoin d'un DRH, on a besoin d'un DRH dans notre boîte parce que la partie HR devient trop grosse. Alors parfois, il y a une phase où on n'a pas encore notre DRH, on n'a pas encore notre département qui est structuré, c'est souvent le DAF qui s'en occupe. Mais effectivement, il existe des solutions, soit la DRH externalisée, soit ce genre de choses. Alors, toutes ces éléments que je vous ai essayé de mettre, c'est pas pour vous noyer dans pas mal de choses, c'est pour vous expliquer qu'il y a beaucoup de choses et surtout que ces choses évoluent en fonction des besoins de l'entreprise et de la taille de l'entreprise. Et nécessairement, on se retrouve dans une situation à comment on va adapter notre équipe, puisque c'est aussi ça le nerf de la guerre, c'est comment orienter, staffer notre équipe pour pouvoir répondre à cette évolution croissante des besoins en DAF. Alors, on a essayé d'y répondre d'une façon un peu plus simple, qui est, quand on commence dans la première phase de création, de quoi on a besoin? Généralement, c'est le CEO qui s'occupe de cette tâche-là, alors plus ou moins bien, avec plus ou moins d'erreurs. Et finalement, on a besoin de très peu de personnes. On a besoin d'un ETP qui va s'occuper de rentrer les factures, de faire du travail vraiment opérationnel qui ne nécessite pas une grosse valeur ajoutée. Et ce travail-là, il peut être fait par quelqu'un, généralement un junior, qui vient, soit un stagiaire, soit un petit junior qui vient de sortir de l'école, et qui vient aider, qui est plein de bonne volonté, qui va travailler à fond. Alors, c'est super. Par contre, il y a quelques petits sujets qu'il ne va pas pouvoir gérer. Par exemple, le thème des statuts, le thème euh, du conseil stratégique au début, ce genre de petites choses, de bien penser le RP. Et là, c'est là où il va y avoir un petit problème. La seconde phase, c'est la phase de croissance. Et en fait, la phase de croissance, c'est souvent des équipes qui doivent s'occuper du légal, de l'augmentation des volumes, la partie administrative. Il n'y a pas une grosse nécessité de temps plein en valeur ajoutée. Je pense que globalement, ça se situe entre 2 et 3 ETP. Encore une fois, c'est variable en fonction du secteur d'activité, en fonction de pas mal de choses. Mais globalement, durant la phase de croissance, il ne va pas y avoir énormément de besoins ETP. 2, 3 suffisent et souvent opérationnels. Donc en fait, on va se retrouver dans une situation où on va avoir besoin de quelques conseils de qualité et d'une supervision qui va être pointue, mais que le gros du travail, malgré tout, sera pas, à faire par le CFO, il sera fait par ses équipes. Et puis après, on a la préparation à la série A, que j'indique ici. Et durant la préparation à la série A, en fait, on a besoin d'une équipe financière qui commence à structurer. On a besoin on pense par département, on a besoin d'avoir des ressources qui sont un peu plus grande, on a besoin d'avoir un lien avec l'IT pour pouvoir justement faire tout ce paramétrage un peu plus puissant avec de l'automatisation un peu plus puissante. Et effectivement, là, généralement, on a besoin aussi de pas mal de main-d'œuvre, de personnes qui vont travailler. En revanche, du CFO, encore une fois, du full-time, nous, on pense que non, parce que l'apport du CFO, ça va être sur la structuration, ça va être sur l'optimisation, ça va être sur le conseil opérationnel. Et là, on n'a pas besoin d'avoir une personne qui fait du full-time dessus. Je fais une petite parenthèse ici, je voulais la faire dans la partie questions-réponses, mais j'en profite, pour la faire ici. Mais en fait, on est parti de ce constat, c'est qu'on avait vu dans les différentes entreprises dans lesquelles on travaillait, c'est qu'une fois la phase de rodage effectuée, une fois que l'entreprise tournait, on avait souvent des CFO qui tournaient à mi-temps parce que tout roulait bien et parce que finalement, c'est pas son rôle de rentrer les factures. Et c'est le lien tout trouvé, en fait, finalement, vers, pourquoi le CFO d'Halftime? Heu, bah, pourquoi le CFO part-time, pardon? Bah, justement, c'est ces pourcentages que je voulais. Alors le premier, c'est un pourcentage qui me paraît assez significatif, c'est 57 d'entreprises qui considèrent avoir des données financières de mauvaise qualité. Heu, Moi, je pense que ça s'explique d'une part, par le ressenti qu'ont les chefs d'entreprise de ne pas comprendre la fonction finance. Il y a d'autre part que pas mal de fois, on est la fonction finance toujours un cran derrière de ce qui est nécessaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer en entreprise, on va prendre un junior qui connaît pas grand-chose, qui va se faire ses mains sur la comptabilité et qui va générer pas mal d'erreurs.
La seconde statistique qu'on a ici, c'est 60% en moyenne d'économie annuelle pour les entreprises qui choisissent un CFO externe. Alors ce chiffre, il sort pas de nulle part. Ce chiffre, il sort en fait, c'est pas qu'un CFO externe est moins cher, c'est surtout qu'un CFO externe, on va pouvoir le staffer peut-être 20% de son temps, et donc il va pouvoir travailler sur 20% du temps là où il est vraiment nécessaire, et le reste du temps, on va pouvoir mettre soit des équipes en interne qui vont faire le travail opérationnel, soit carrément externaliser toute la fonction finance, comme on va pouvoir le voir un petit peu après. Et puis enfin, la dernière slide, je vais devoir pousser ma tête parce qu'on est ici. C'est 74% des entreprises considèrent avoir un niveau de digitalisation qui est perfectible. Ça, c'est encore une fois, c'est le lien avec le CFO, c'est que généralement, les process sont pensés niveau business, ils ne sont pas pensés en adéquation avec les besoins finance. Et en fait, ça ne demande pas beaucoup plus d'efforts, pas beaucoup plus de développement, ça demande juste un peu plus d'organisation pour penser ces DSI, pour avoir un tout qui soit cohérent de la partie business à la partie finance. Je continue du coup. Alors, ce qu'on voulait vous mettre ici, c'était évidemment, on vend des prestations de services DAF externalisées, donc on ne voulait pas vous dire que tout est beau et que tout est parfait. On voulait quand même un petit peu bah, mettre en exergue quels sont les avantages et aussi quels sont les inconvénients d'une DAF externalisée. Je pense qu'on peut commencer par les avantages. C'est qu'en moyenne, ça coûte déjà moins cher. Ça, c'est le premier avantage qui, à mon avis, est assez significatif. Le deuxième, c'est de faire bénéficier l'entreprise d'une expertise, d'un savoir-faire métier. Je m'explique, c'est que généralement, nous, on travaille sur différents, par exemple, je prends notre exemple, on travaille sur différents dossiers, on a différents clients, et on a déjà vu pas mal de situations. On est déjà expert, c'est-à-dire que si demain on va travailler sur une société tech, on sait exactement ce qu'il faut faire, on sait exactement là où on va. Si on prend un junior, et c'est souvent le cas, ou si on prend quelqu'un qui va arriver dans un early stage, généralement, il va découvrir sur le tas. Et du coup, nous, on est directement opérationnel. C'est le point numéro 3, quand parfois il peut y avoir une phase de formation pour d'autres intervenants. Enfin, la grande flexibilité, c'est ça, c'est que l'organisation croît. On peut prendre plus de temps du CFO externe. L'organisation décroît. Au lieu de virer notre CFO, on va faire, on passe de 40% à 20%, on s'adapte. C'est une grande flexibilité, c'est quelque chose qui est, en tout cas, nous, c'est quelque chose qui est énormément apprécié par nos clients actuels. Dans les inconvénients, ça forcément, c'est pas in-house, donc on n'est pas 100% dédié au temps. Ça nécessite de mieux s'organiser, c'est une réalité. Heu, Moi, je sais que je gère mes créneaux de façon assez claire, mais on est obligé d'être un peu strict, de dire: voilà, on est disponible tout le temps, mais en revanche, il faut quand même s'organiser, pour gérer les réunions, on peut pas passer dans le bureau d'à côté et on est là. Ça, c'est vrai que c'est un vrai une réalité. Et puis le frein psychologique, à externaliser une fonction clé, c'est quelque chose qui revient souvent, heu, mais moi je pense que, enfin, en tout cas, on voit dans les évolutions, dans le monde anglo-saxon, c'est quelque chose qui est beaucoup moins, présent qu'en France et en Espagne, puisqu'on est aussi basé en Espagne. En Espagne, c'est très fort, on a quelques barrières à faire sauter, mais en France, c'est en train de venir. On voit le développement de pas mal de cabinets d'experts de DAF externalisés. Flavien, je vais pas trop vite? Bon, super. Je continue du coup, je continue, sur ce rythme. Du coup, quels sont les types d'interventions qu'on va pouvoir faire, heu, dans, ce genre, justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? La première, ce qu'on vous a mis ici, c'est l'intérim management. L'intérim management, c'est assez simple, c'est votre, CFO part en congé mat, congé pat, il est malade, il vient de faire un burn-out, il n'est pas disponible. Nous, on intervient et on peut faire cette mission de remplacement. C'est des missions qui sont généralement assez courtes, qui vont de 1 mois à 6 mois au grand maximum si, il y a une année sabbatique qui est prise ou 1 an. En tout cas, nous, on peut faire le relais, cet intérim management dont on est tout à fait capable. Qu'est-ce qu'il y a? Après, il y a le crisis management. C'est une notion qui est assez, généralement, c'est comme ça qu'on rentre, dans nos missions. C'est qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Alors, soit c'est du crisis management parce que les résultats sont en berne et parce que la société va mal, soit c'est parce que, il y a des gros problèmes financiers, il y a un contrôle fiscal qui vient de se passer, il y a un audit, il y a le directeur financier qui est parti et on se retrouve à quelques mois de la clôture et on est incapable de faire de la clôture financière, et dans ce cas-là, nous, on intervient. Dans le management de crise, ça va être un management qui va être assez compliqué, qui va être assez, dur à faire, mais nous, on est là pour accompagner justement. Donc généralement, ça va être des opérations de cost cutting. On va faire de l'aide à la restructuration, on va faire du cash forecast, on va faire de la revue des contrats, on va renégocier les contrats. On va un peu rentrer dans le dur, et l'idée ici, c'est de retrouver une rentabilité, c'est de retrouver un modèle de croissance
et c'est de faire une intervention qui est assez forte et assez impliquante sur 2, 3, 6 mois pour revenir à une situation qui est normale. Hem, le troisième type d'intervention, ça va être notre intervention ad hoc. Alors là, c'est un peu un fourre-tout. On va pouvoir mettre absolument tout dedans. L'intervention ad hoc, ça va de la clôture annuelle des comptes, c'est des changements de process SI, c'est des levées de fonds, c'est absolument tout. Finalement, c'est tout ce qui rentre dans le domaine du directeur financier. Ça peut être parce que vous avez un directeur financier ou un head of finance qui est un peu junior, qui ne sait pas gérer certains sujets. Ça peut être de la formation, ça peut être énormément de choses. Et là-dedans, on va intervenir, que ce soit en plein temps ou à mi-temps, et on va intervenir sur une mission de ça peut être un mois, ça peut être 2 semaines, ça peut être un an. Par exemple, là, on avait le cas d'une externalisation d'un centre de services partagés. Ce genre de choses, c'est des choses qu'on peut faire et c'est des choses sur lesquelles on intervient. Là, c'est la liste, elle est quasiment infinie, heu, de ce qu'on peut faire. Après, il y a les 2 derniers points, c'est on est sur des missions qui sont un peu plus récurrentes. Là, les premières, c'était des missions qui étaient ponctuelles et donc on a l'externalisation de la fonction de DAF, donc le directeur financier qui est externalisé, ou alors l'externalisation de la fonction financière dans son ensemble, qui comprend tous les postes de la fonction financière. Donc pour expliquer un petit peu la différence qu'il y a ici, dans l'externalisation du DAF, ça va être le DAF qui va juste venir et intervenir avec des équipes qui sont internes et qui travaillent au quotidien avec les chefs d'entreprise. Dans ce cas-là, généralement, le rôle, ça va être de revoir les process et s'assurer que tout va bien, supervision et la formation des équipes. Et là, on va avoir une influence, on va dire, on va avoir une activité qui va être un peu plus orientée sur le board. Donc, on va être board member, strategic advisor. L'idée, c'est vraiment d'accompagner et l'idée, c'est vraiment d'accompagner l'équipe. Et puis derrière, il y a l'externalisation de la fonction financière en général. Et dans ce cas-là, ça va être, on peut aussi externaliser les fonctions comptables, les fonctions controlling, on peut externaliser beaucoup de choses. L'idée, c'est que ça tourne, c'est que ça tourne de cette manière. Donc ça, c'est tous les types d'interventions qu'on peut avoir. Je vais continuer, heu, je vais continuer. Donc du coup, ce qu'on voulait faire, c'était vous montrer 2 exemples qui pourrait justement vous montrer l'impact de l'usage d'un CFO externe par rapport à une situation donnée. Donc, on vous a donné 2 exemples qui sont 2 de nos clients. Il y a un client, c'est le cas pratique numéro 1 que je vais vous présenter et puis le deuxième, ce sera Sébastien qui vous le présentera. Le premier, ça va être justement du management de crise. Donc, qu'est-ce qu'on a eu dans cette société? C'était une société qui a perdu énormément de chiffre d'affaires, donc on était 10 millions de chiffre d'affaires. Ça a été cette année, ça a été, on a eu une transformation radicale du marché. Je pense que vous avez été au courant, il s'est passé un petit truc l'année dernière, ça s'appelle le covid, plus, des mêlé à un environnement réglementaire qui a changé. On avait une société qui était en pleine croissance, qui avait structuré ses coûts et qui s'était projetée, pour faire de la croissance et on a eu changement radical du marché. On se retrouve à avoir, le marché qui change, le covid qui s'ajoute à ça et donc les marges qui s'écroulent et le chiffre d'affaires qui s'écroule du jour au lendemain. Sachant qu'on avait fait des investissements, qu'il y avait eu des changements de locaux, qu'il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été faits, beaucoup d'investissements qui avaient été faits. On se retrouve avec des EBITDA négatifs, très négatifs, avec on se retrouve avec une structure de coûts qui est beaucoup trop importante. Donc là-dessus, nous, on a intervenu, on a fait un changement de CFO avec, justement passage au CFO part-time et du coup, les actions mises en place sont les suivantes. La première, ça a été, on a redéfini toute la structure de coûts. C'est-à-dire qu'on a fait une action un peu coup de poing qui a été de dire: «On va faire du cost cutting». Déjà, la première chose, c'est on s'est demandé: «Est-ce que ça allait être durable ou non?» On s'est dit que ça allait être durable, parce qu'il n'y avait pas que le covid, il y avait d'autres raisons qui expliquaient la baisse du chiffre d'affaires. Donc la première chose, ça a été de restructurer en profondeur tous les coûts qui étaient là et donc là, on a fait une révision des coûts, heu, donc on a réussi à baisser les coûts de 40. Mais alors ça a été des coûts par des renégociations, c'est passé par, le loyer, mais par tous les contrats fournisseurs, changement de prestataire, renégociation en global. Là, on a vraiment fait le rôle d'une fonction achat finalement dans un gros groupe, mais ça a été du cost cutting assez brutal et qui nous a permis, sans dégrader énormément, la qualité de vie de la société, de revenir à une économie qui a été quand même brutale puisqu'on a économisé 40 des coûts.
Le second axe qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de diviser l'activité de la société qui faisait beaucoup, beaucoup de choses et qui, dans un marché qui était prospère, on margeait sur tous nos secteurs d'activité. Là, ça a été de faire, justement une analyse par BU et une analyse par personne, en regardant quelles étaient les personnes qui étaient prometteurs, sur lesquelles il fallait investir, il fallait garder absolument et faire tout faire pour garder les talents. Et de l'autre côté, quels étaient les BU qui étaient pas forcément adaptés et voir comment on faisait en sorte de garder les BU qui étaient les plus bénéficiaires possibles, fermer celles sur lesquelles on perdait de l'argent et affecter les bonnes personnes au bon projet. Et ça a été un gros, gros travail qui nous a permis aussi de sauver de l'emploi parce que en choisissant les BU à fermer, on a pu aussi privilégier les personnes qu'on a voulu garder. Donc, ne pas tout fermer et pas fermer la boîte et sauver de l'emploi. Et puis surtout, se projeter, avoir une vision stratégique et puis ne pas piloter à l'aveugle, vraiment piloter à vue. Donc, du coup, tout ce travail-là qui a été fait, c'est un travail qui a été de longue haleine, c'est un travail qui a été assez difficile. Et puis, à côté de ça, on a été chercher des financements. Donc, on a été chercher de l'argent, donc convaincre des investisseurs pour refaire une petite levée de fonds qui nous a permis de remettre un petit peu de gaz dans la machine. Et puis, on a été chercher des subventions. En Espagne, on a des subventions qui nous permettent de financer des projets technologiques. Donc là, on a une subvention qui devrait tomber. C'est une subvention de 350 000 euros, hein, après 350 000 euros, dont 100 000 euros qui vont être non remboursables. Donc en fait, ça va être comment retrouver 100 000 euros de plus facilement. Et donc tout ça, ça fait qu'on est revenu à une situation avec un EBITDA qui était positif et 15%, qui était quasiment mieux que ce qu'on faisait avant. Donc voilà un exemple pratique de ce qui peut être fait dans du management de crise. Nous, derrière, on a enchaîné sur cette mission, une mission récurrente d'accompagnement récurrent, où on a fait une action de crise où on est allé un peu plus fort, mais maintenant, on fait de l'accompagnement et maintenant, je suis sur une structure où j'interviens 2 jours par semaine chez eux. Donc, je pense que ça vous indique bien le type de prestations qu'on peut faire suite à une crise. J'ai passé quelques détails parce qu'il y avait d'autres choses, mais il y avait des cas de double paiement. On a pas mal retrouvé. On a trouvé pas mal de choses. Il y avait pas mal de loups. En tout cas, c'était une bonne indication de ce qui peut être fait. Je vous propose de passer au second cas pratique qui sera présenté par Sébastien, qui est le cas d'une startup internationale. Alors, effectivement, on est dans le cas typique vers lequel on s'est orienté originellement avec Benjamin sur Iter Advisors. C'est pour vous donner un peu le contexte. C'est une société qui a subi, enfin subi, c'est pas forcément le mot, mais qui a eu une très belle croissance il y a 3 ans dès sa création. Elle est sur le secteur de la location, de la gestion d'actifs et de la location de résidences immobilières entre particuliers. Comme vous pouvez l'imaginer, les 3 années à la création ont été compensées par l'arrivée du Covid. Tous les efforts qui avaient été mis en place au niveau du financement de l'organisation du groupe de sociétés ont été mis à mal. Cette société est composée de 4 entités juridiques, une en Suisse, une en France, une au Maroc et une en Espagne. Donc, pour vous donner une petite idée de la complexité déjà des flux qu'ils avaient à gérer. Ils étaient en recherche d'une levée de fonds assez conséquente qui a forcément été annulée, avec la promesse de repartir dès que les chiffres repartaient à la hausse. En addition à cette organisation déjà très complexe, la fonction du CFO, mais du directeur financier, était assumée par un expert comptable qui était basé en Suisse. Forcément, celui-ci n'était pas forcément au fait de la législation espagnole ou de la législation française. Le risque d'erreur était maximal. Quand on a repris le dossier, on s'est aperçu que clairement la société avait eu des erreurs, notamment sur les déclarations de TVA, des déclarations, des doubles paiements, beaucoup d'impayés, énormément d'impayés. Et surtout, le CFO, au lieu de se consacrer à sa fonction qui était primordiale, la recherche de financement, l'augmentation de la visibilité sur le marketing, était passé, selon ses dires, 40% de son temps de travail sur la fonction finance, ce qui est énorme, ce qui était vraiment beaucoup trop pour ce genre de structure. Quand nous avons commencé l'intervention, alors Benjamin, si tu peux Ah oui, pardon, excuse-moi. peut-être, Tiens. ouais, j'ai pas la main sur la présentation. Quand nous sommes arrivés, nous avons décidé de tout remettre à plat, partir sur une nouvelle roadmap, redéfinir intégralement la fonction finance, la fonction process. Il faut savoir qu'ils utilisaient
un logiciel de facturation beaucoup trop complexe pour leur taille d'entreprise. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est une entreprise qui génère entre 1,5 et 2 millions d'euros sur 2020, alors qu'ils avaient un chiffre d'affaires 40% plus élevé l'année précédente. On a essayé de redéfinir les priorités. Qu'est-ce qui doit continuer à être utilisé dans ce genre de société? Le logiciel de facturation, bien sûr, il suffisait de l'optimiser. Leur système de déclaration des charges avec tous les employés à l'étranger. Forcément, quelqu'un qui engage une note de frais, comment est-ce qu'on fait pour la rembourser? Ils avaient mis un système, une vraie usine à gaz pour leur type d'organisation. On a redéfini tout cela. On a repensé leur comptabilité en elle-même. Au lieu que ce soit un expert comptable qui fasse la comptabilité pour l'ensemble du groupe avec tous les risques que ça implique, on a dit à chaque acteur, chaque société, OK, on va vous réinternaliser la comptabilité. On est parti sur des acteurs technologiques qui font pas mal de bruit en ce moment, que ce soit en France ou en Espagne. On aura peut-être l'occasion de reparler, de citer ce genre de nom, mais on aime beaucoup travailler avec ces acteurs de la comptabilité. Le but était de pouvoir leur proposer une réelle organisation basée sur leur stade de développement et de croissance. La mise en place de KPI spécifiques pour leur activité, le suivi des indicateurs de croissance et aussi la validation des états financiers mensuels. Forcément, quand ils vont vouloir se présenter aux futurs investisseurs pour les prochaines levées de fonds, arriver avec le système avec un compte de résultat et avec un bilan établi de la manière dont ils l'avaient pensé au début, ça aurait peut-être été assez compliqué de justifier les chiffres. Nous, ce qu'on essaie de mettre en place avec eux, on devrait y arriver d'ici un mois ou deux, c'est de proposer tous les mois une clôture mensuelle, comme si on avait un arrêté des comptes, qui donne une vraie situation pour le donneur d'ordre et le décideur en entreprise, et pour aider au pilotage de la stratégie financière. Le but final de notre intervention ici, ce qu'aurait pu, on peut le dire clairement, hein, ce qu'aurait pu faire un CFO en full-time, notre but est vraiment de donner une confiance aux donneurs d'ordre, une confiance maximale envers ces chiffres, ce qu'il n'a pas actuellement. On a rationalisé également le coût de la fonction finance là-dessus. Un CFO, on peut le dire, un CFO en full-time aurait, selon le pays sur lequel il aurait eu son contrat de travail, il aurait pu coûter entre 80 000 euros bruts jusqu'à 100 000, 120 000 euros bruts par an, plus les charges patronales. Forcément, pour ceux qui ont des sociétés françaises, vous connaissez le poids des charges patronales, peut-être même plus que ceux qui ont des sociétés en Espagne, hein, qui sont forcément moindres. En tout cas, nous, on arrive avec une option, un coût au forfait. Forcément, on ne va pas leur facturer l'heure ou le temps passé sur le dossier. On a essayé d'optimiser cette fonction ou optimiser notre intervention pour qu'on ait un coût déjà beaucoup plus faible, mais qui soit en attendant le plus optimal et le plus rationnel possible pour le groupement d'entreprises. Voilà. Et du coup, on passe sur merci et du coup, on passe sur la partie des questions. Je sais qu'il y avait une question qui avait été posée, sur le prix d'un CFO part-time. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions auxquelles vous voulez qu'on réponde ou je sais pas, Flavien, comment tu veux qu'on gère la partie des questions? Bah, vous pouvez poser les questions sur le chat, si vous voulez, qu'on vous donne la parole petit à petit. Déjà, oui, tu peux commencer par répondre à la première question qui avait été Ouais, posée sur le formulaire, si tu veux bien. exactement. Alors du coup, sur le prix d'un CFO part-time, heu, ça va rejoindre un petit peu ce qu'a dit Sébastien et ça va rejoindre un petit peu ce qu'on a dit avant, c'est que ça va dépendre de quel type de mission. Globalement, en France, les missions de CFO part-time, ça va être à peu près 1 200 € la journée jusqu'à 1 800, c'est assez cher. Nous, en Espagne, on est un peu moins cher, on va être, autour de, 800 €, 1 000 la journée de travail. Sachant que généralement, ce qu'il faut en comprendre, c'est qu'on s'oriente, nous, on a des équipes sur place sur lesquelles on est à 300 € au jour. Donc en fait, généralement, on prend des consultants juniors pour faire toute la partie qui est du process data, qui est de la partie, traitement des données et derrière, nous, on intervient quelques heures dans la journée pour superviser ou en tout cas pour, heu, pour superviser le tout. Une autre chose qui est assez importante de dire, ici dans le prix du CFO part-time,
c'est que vous allez pouvoir avoir des gens qui se présentent eux-mêmes en tant qu'autonomo, en tant que freelance et qui disent: «Bah, voilà, moi je suis CFO part-time, je suis freelance, donc je suis tout seul». Dans ce genre de cas, le coût, nous semble-t-il, va être beaucoup plus élevé puisque justement, il va pouvoir diviser son coût entre le coût de ce qui est cher et le coût de ce qui ne l'est pas. Il va tout faire. Puis surtout, il y a un vrai risque, selon moi, c'est que si demain ce freelance, trouve un boulot bien payé, généralement il va switcher. Alors que quand on est organisé sous forme de société, généralement, on n'a pas ce problème de rotation des CFO puisque c'est la société qui s'occupe du dossier et donc il y a pas de transmission, il y a pas de changement tous les 6 mois d'acteur. Quelles sont les plus communes actuellement? Nous aujourd'hui, on a plutôt du récurrent. On a plutôt du récurrent, dans les phases, dans les clients qu'on a. Alors ce qui est vrai, c'est que généralement, quand on arrive sur du récurrent suite à une crise, on essaye peut-être de mettre des setup fees parce que généralement, quand il y a un contrôle fiscal, quand il y a des vrais problèmes structurels qui vont demander du full time pendant 1 ou 2 mois, généralement ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des forfaits qui sont intéressants. Donc ce qu'on dit, c'est: on va mettre un consultant junior qu'on va essayer de facturer, on va essayer de trouver un prix qui est intéressant pour faire toute la reprise de la comptabilité, pour faire tout le changement. On va faire, notre intérêt, c'est de travailler sur le long terme avec les acteurs. Donc ce qu'on va faire, c'est généralement des fixed fees au début avec éventuellement une décote et derrière, ce qu'on va faire, c'est un accompagnement récurrent qui est, la norme. À mon avis, c'est la norme et je pense, alors il faudrait que je demande à Jérôme comment il s'en sort sur, les externalisations de fonctions DRH, mais je pense réellement que ça va être de plus en plus la norme dans les années à venir d'externaliser sa fonction finance parce que jusqu'à la série A, on n'a pas besoin d'un CFO part-time. J'en suis intimement convaincu, j'ai lancé cette, société avec Sébastien pour ça. Je peux pas vous le dire autrement, mais je pense vraiment que l'accompagnement récurrent, de supervision et de formation et de conseil, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Alors, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'en avais une qui me venait aussi en écoutant. Vous aviez évoqué voilà, l'aspect important des outils utilisés aussi en termes de logiciels de compta, de RP, enfin, ce genre de choses. Est-ce que vous avez aussi des préconisations en la matière quand on se lance, en fonction de la taille, des logiciels que vous préférez vous utiliser pour interfacer avec vos clients? Enfin voilà, comment ça se passe, cette partie outils? Benjamin, Ouais, je prends cette question. vas-y, Alors vas-y. oui, et ouais, effectivement, nous, le but, quand on parle d'externalisation de la fonction finance, c'est aussi d'optimiser le temps de travail de chacun. Les nouveaux outils technologiques, maintenant, certains acteurs du marché fonctionnent parfaitement en fonction du type de problématique auquel on veut répondre. Je parlais tout à l'heure, tu vois, de la fonction comptable. À la base, ton comptable traditionnel travaille pour un cabinet. Il te fait la comptabilité de tous les jours, il te fait les déclarations. Tu peux avoir des risques d'erreur et surtout, si tu ne lui demandes pas de la visibilité, tu lui dis, écoute, quel est mon résultat net à la fin du mois, forcément, il va mettre un certain temps à te répondre. Tu n'as pas forcément de vision immédiate dessus. Il y a une solution qui s'appelle Penny Lane, qui a fait pas mal parler d'elle ces 2 dernières années. Ils ont fait une belle levée de fonds également. C'est une vraie plateforme SaaS sur laquelle toutes les interactions sont possibles avec un acteur. Donc, ce n'est pas une solution totalement automatique. Tu as un comptable qui est derrière. Mais en attendant, toi, chef d'entreprise, tu peux te connecter et voir en temps réel quelle est l'évolution de tes ratios de comptabilité ou même de tes ratios, certains ratios financiers assez simples, forcément parce que sinon on n'aurait plus de travail, directeur financier. Mais en attendant, tout le système de la comptabilité a été repensé par ce genre de solution. Pour la gestion de tes fournisseurs, par exemple, tu as la solution qui s'appelle Spendesk. C'est une solution qui te permet, entre autres, d'allouer des cartes de crédit virtuelles à tous les membres de ton équipe dans une entreprise classique, à récupérer toutes les factures d'achat qui ont été faites, payer les notes de frais, entre autres. Sur la partie HR, alors Jérôme, tu dois connaître l'acteur, mais Payfit et Factorial, on en a parlé déjà 2 fois pendant le webinaire, ont permis de simplifier énormément tout ce qui est gestion de la paye.
clairement. Quand tu te retrouves à la fin du mois à devoir faire 2-3 clics pour pouvoir payer tous tes salariés et déclarer tes charges de sécurité sociale, clairement, il y a un process qui a été totalement repensé. Alors qu'avant, les entreprises passaient un temps considérable à faire la gestion de la paye, notamment sur la partie française. Il faut avouer qu'en Espagne, la partie paye est beaucoup plus simpliste. En France, il y avait quand même beaucoup de chemin à faire. Donc, les liens des solutions évoquées, oui. On Alors, pourra vous les envoyer. on pourra tout envoyer. Ouais. On commence, nous, notre but est vraiment de créer un partenariat global avec ces acteurs du marché et en plus de les proposer à nos clients. On n'a pas on va dire qu'on n'a pas d'incentive, nous, à proposer quand une même, solution. celui de travailler avec des acteurs qui sont intéressants. Parce que Alors, d'incentive financière, voilà. Après, d'incentive financière, on touche rien dessus. Le but, c'est plutôt de proposer en fonction des besoins de nos clients, lui dire, écoute, voilà, si tu as un budget à allouer sur la partie gestion de tes factures fournisseurs, on t'oriente vers cette solution. Sur la partie paye, on t'oriente vers cette solution. La comptabilité de même. Pour la solution, on n'a pas parlé des BI non plus. Donc, les BI sont les systèmes de visualisation des données en temps réel de ton entreprise. Là aussi, nous, on a des acteurs qu'on pourrait préconiser, que ce soit Power BI, Microsoft Dynamics, par exemple, ou la solution Click. On ne va pas pousser nos clients à intégrer ces solutions, mais en tout cas, s'ils souhaitent le faire, nous, on pourra d'une, participer à l'intégration de ces solutions et de deux, les orienter vers la meilleure solution possible. pour compléter ce que dit Sébastien, généralement, en fait, ce qu'on arrive, c'est qu'on arrive avec le prix des solutions, parce que généralement, les solutions technologiques sont aussi moins chères. Donc, ce qu'on arrive, c'est, voilà, Ouais. aujourd'hui, tu as un comptable traditionnel qui va te coûter tant. Si tu mets Penny Lane, voici les limites aujourd'hui, parce que c'est une startup qui est en train de se lancer. Donc, voici les limites du logiciel. Moi, aujourd'hui, je suis content parce qu'elle me fait gagner du temps. Toi, tu seras content parce que tu auras une vision direction de tes comptes et ça te coûtera moins cher. Et moi, j'aurai moins de temps à intervenir puisqu'il y aura la solution. Généralement, on le présente comme ça et les gens sont relativement d'accord. Des solutions, juste pour compléter ce qu'a dit Sébastien, des solutions, on en a énormément, dépendent aussi du secteur d'activité et de l'entreprise dans laquelle on intervient. C'est-à-dire on peut vous donner des noms, et par exemple, moi je sais que on a une liste de 40-50 solutions sur lesquelles on va intervenir et on va choisir peut-être une plutôt que l'autre, si la solution est seulement en France, seulement en Espagne, internationale ou quoi que ce soit. Donc, on peut vous donner les 2-3 coups de cœur qu'on a eu récemment. On parle de Penny, c'est vraiment un gros coup de cœur parce que c'est vraiment bien de ce qu'on commence à voir. On travaille avec Odoo, Alldead en Espagne. Ça, c'est pour la partie compta. Et puis, on en a plein, Spendesk, comme a dit Sébastien. On peut vous donner quelques liens de nos gros coups de cœur sans aucun problème. J'ai vu pas mal de questions passer. Une question de Jérôme, s'il veut prendre le micro aussi, hein, vous pouvez poser les questions de vive voix quand on vous donne la parole. C'est toujours plus sympa pour interagir. Oui, moi je posais la question, est-ce que vous travaillez essentiellement en présentiel, en distanciel ou les deux, suivant le secteur géographique sur lequel vous intervenez? Les deux. Les deux. Les deux, parce que alors aujourd'hui, on est à Barcelone. Sébastien, lui, il a sa famille qui est dans la région de Perpignan, donc il y va régulièrement. Et moi, j'ai ma famille dans la région parisienne, donc j'y vais aussi régulièrement. On a de la chance, entre guillemets, d'avoir le coronavirus, c'est que ça a démocratisé ce genre d'événement et le fait de pouvoir se parler à distance. Puis en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire aussi à distance. Donc, pour nous, je pense que le contact humain est bien. Quand on va pouvoir se rencontrer, c'est quand même toujours mieux. On est à côté de Perpignan, on prend un coup de voiture, on y est assez rapidement. Donc, l'idée, c'est d'essayer de sortir, de ne pas rester qu'à Barcelone. Et justement, une de nos forces, alors après, je parle pour nous, mais je pense que c'est applicable à tout le monde, mais enfin, pour nous, on a la chance d'avoir une double compétence qui est franco-espagnole. C'est-à-dire que on a fait des études d'expertise comptable en France et puis on travaille depuis 6 ans en Espagne. Donc, c'est-à-dire que l'environnement législatif français et comptable français, je le connais, pareil que Sébastien, et on peut travailler sur les deux. Donc, c'est un petit peu notre force d'être dans les deux côtés de la frontière, mais j'imagine que le distanciel va de toute façon se développer dans les années à venir. Même pour revenir sur cette force transfrontalière, ça nous permet également de proposer un réseau un peu plus étendu à nos clients ou à nos prospects, notamment sur la partie financement. La partie levée de fonds,
Ça peut être une levée de fonds privés, ça peut être aussi la partie subvention. Une entreprise qui a un pôle de développement en France et un en Espagne, forcément va avoir le choix en ce qui concerne les subventions publiques, les subventions régionales. Effectivement, il y en a beaucoup plus en France qu'en Espagne, hein. Ça a toujours été le cas. Mais sur la partie financement pour des investisseurs privés, il est vrai que jouer sur les deux marchés nous donne quand même un panel de choix beaucoup plus large. Et ça, spécialement en période de crise et celle de Covid, c'est particulièrement apprécié par nos contacts. Il y avait Mélanie qui avait posé une question par écrit, mais qui va se la poser aussi à l'oral. Alors oui, comme tout à l'heure, vous aviez évoqué la fermeture dans un des exemples de business unit, et puis après de pouvoir garder ou non certains talents et emplois. Du coup, vous basez aussi pour le coup sur les chiffres des personnes, ou est-ce que vous parlez en direct avec le directeur de l'entreprise, ou est-ce que vous faites un partenariat métier RH s'il n'existe pas en interne d'entreprise? Enfin, voilà. Comment ça fonctionne un petit peu cette partie-là? Alors, dans ce cas-là, en fait, alors c'est un contexte un peu particulier parce qu'il y avait une DRH qui avait mis en place pas mal de process, qui a été la dernière à se licencier dans un premier gros plan de licenciement, euh, qui a vu partir tout le monde, le CFO, la DRH et tout le monde. Et nous, en fait, moi, je suis arrivé derrière dans ce contexte-là. Quand on a refait, ça, c'était le premier gros bloc. Et puis après, on s'est retrouvé avec pas mal de business units. Il y avait déjà eu une premier licenciement assez massif, mais l'entreprise continuait de saigner, continuait de perdre de l'argent. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est quelque chose qui est assez pragmatique, c'est qu'on s'est réunis avec les chefs d'entreprise. On a fait une évaluation individuelle de chaque personne, à savoir s'ils jugeaient que c'était une personne qui était clé ou non, regarder les points forts et les points faibles, regarder si c'était des personnes qu'on valorisait. Généralement, c'était des personnes qu'on appréciait, qui avaient un bon fond, en tout cas, qui avaient une volonté de travailler, qui étaient des personnes qui étaient extrêmement positives à l'organisation et talentueuses. Donc, on a essayé de faire 2 catégories, 3 catégories de personnes globalement, ceux qu'on voulait garder à tout prix, ceux où on savait que malheureusement on aurait dû les laisser passer et ceux sur lesquels on allait voir comment on pouvait les réorienter parce qu'aujourd'hui, travailler sur des business units qui n'étaient pas les bonnes et comment essayer de faire pour que ça fonctionne. Et du coup, une fois que j'ai eu ça entre les mains, j'ai tout fait pour garder les éléments clés. J'ai fait une proposition qui était une proposition financière, malheureusement, c'est un peu le cas, on est quand même obligé de faire ça, qui était la proposition financière qui permettait de conserver le plus possible de talent tout en assurant une rentabilité minimum à l'entreprise pour qu'elle puisse survivre. Et puis malheureusement, il y avait un troisième groupe qui était le groupe forcément des personnes qu'on ne pouvait plus garder dans l'entreprise parce que à les garder, à faire cette décision qui était un peu compliquée, mettant en péril la survie de la société. Donc on l'a fait en interne, c'est moi qui ai mené ce travail personnellement. Je sais que je pense que peut-être des ressources RH auraient peut-être pu compléter, affiner ma vision telle que je l'avais, mais je me suis reposé sur les sensations et sur les feedbacks des CEO. Puis moi, après, j'ai rencontré les personnes, je les connaissais, donc ça a été un peu plus facile aussi d'appuyer ma décision, de dire bah, cette personne-là, moi, je la sens super bien, il faut vraiment qu'on fasse tout pour la garder. Donc, on s'est orienté comme ça. Je sais, Bien, je sais merci, pas, c'est ça que tu voulais savoir, hein? Oui, 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 nickel. Parfait, merci. Bon, bah nickel. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de dernière minute. Sinon, je peux laisser nos intervenants conclure s'ils voulaient apporter d'autres précisions. Non, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres. Ah, si. Ouais. Bah, en tout cas, merci d'avoir participé à ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Nous, on peut y répondre, ne serait-ce que pour un conseil ou quoi que ce soit, ou avoir plus d'informations. D'une façon générale, on a l'impression, en tout cas, c'est notre forte conviction, que le DAF externalisé répond à une problématique pour les sociétés qui sont en création jusqu'à la série A, parce qu'elles ont besoin de se structurer et qu'elles n'ont pas forcément les moyens, puisqu'on essaie de mettre en avant auprès des gens qui travaillent avec nous, c'est surtout attention au coût caché, donc attention au coût d'une fonction qui est pas, qui est pas, qui est pas maîtrisée. Euh, Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on arrive, on voit à chaque fois des doubles paiements, des problèmes fiscaux, des taxes, des amendes, pas mal de problèmes et généralement, ça dépasse de loin, de très très loin, le coût du CFO que vous avez payé et qui n'est pas adapté et le coût d'une fonction finance que des économies de bout de chandelle. Donc, on essaie de sensibiliser les gens là-dessus. Forcément, nous, c'est ce qu'on vend, donc on ne sait pas trop comment le mettre, mais c'est
C'est un petit peu, l'idée. Et vous pouvez nous contacter effectivement. Sébastien a mis l'adresse. Je crois qu'elle est là. Et si vous le voulez bien, on pourra aussi partager la présentation à ceux qui ont participé. Bien sûr. Et comme ça aussi, voilà, il y aura toutes les coordonnées, les liens qui vont bien avec vos outils favoris. Ça, on est toujours preneur de bons tips comme ça. Il y a Loïc qui est le maître qui avait une question à poser aussi. Je vais lui laisser se présenter parce qu'il est arrivé un petit peu en retard, Loïc, et Oui, sa question. des petits problèmes de connexion. Vous m'entendez? Ouais. Ouais. Oui, donc oui, justement, je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous aviez pris en main une société et vous avez fait des recherches de levée de fonds. Est-ce que vous intervenez justement dans la sélection de ces levées de fonds en amont? Est-ce que vous avez les réseaux qui peuvent intervenir à chaque... alors là, c'était peut-être pour sauver l'entreprise, mais peut-être qu'en amont, vous avez des réseaux d'investisseurs ou de partenaires qui peuvent vous diriger vers des investisseurs en fonction des étapes de l'entreprise, par exemple. Voilà. Alors oui, je vais te répondre, Loïc. Oui, effectivement, nous avons notre idée était, en plus de créer un réseau d'investisseurs, que ce soit des business angels, que ce soit des venture capitals, qui puissent aider chaque entreprise en fonction du stade de croissance. Forcément, une entreprise qui vient de créer son projet, qui vient de développer son premier outil technologique, générer son premier chiffre d'affaires, va plutôt aller voir un type de venture capitals, de business angels, plutôt qu'un autre. Une entreprise qui a déjà 3 ans d'existence, qui a une belle traction, qui génère déjà pas mal de chiffre d'affaires, va aller voir des venture capitals qui seront peut-être plus conséquents. Les montants à lever sont forcément différents. Là où je vais un petit peu freiner notre intervention, c'est que clairement, depuis le début, on parle de série A. Quand on parle de série A, pour donner un peu plus de contexte, ce sont, on va dire, les levées à partir de 1 million d'euros. Nous, clairement, on n'ira jamais se frotter à une série B, donc qui est l'étape au-dessus. Ça peut être à partir de 5 millions, 6 millions. Ça dépend de la valorisation de l'entreprise. Mais là, clairement, les prérequis sont bien différents. Techniquement, tout est possible. On pourrait le faire. On pourrait présenter une entreprise pour ce genre d'opération. Ça nécessite quand même un temps d'intervention beaucoup plus important. Mais pour revenir à ta question, en tout cas, oui. On fait la présentation pour les entreprises. Et notre idée est aussi de gérer les due diligence financières qui pourraient être faites par les venture capitals qui voudraient mettre un billet dans une entreprise. En tout cas, arriver à piloter ça du côté entreprise. Les venture capitals, eux, ont en général leurs auditeurs pour vérifier les informations. Merci en tout cas. Et Loïc, je complète un tout petit peu ce qu'a dit Sébastien sur un autre aspect, qui est l'aspect réseau. Nous, effectivement, on est en contact avec des fonds. On peut faire passer les dossiers. Donc, ça, c'est aussi une chose sur laquelle on va être relativement utile. Après, par contre, ça sera de toute façon au chef d'entreprise de le pitcher. On ne pourra pas faire de magie sur un projet. On peut faire passer un PowerPoint, mais par contre, le pitch et l'idée, il faudra de toute façon qu'elle soit bonne pour convaincre. D'accord, merci. Bon, très bien, on va pouvoir conclure là-dessus. Encore merci à tous. Et voilà, on vous enverra au plus vite la présentation avec les coordonnées, tout ce qui va bien. On a aussi enregistré l'intervention, donc comme d'habitude, on aura le replay sur notre chaîne YouTube. Voilà, merci à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire. On en fait un, si je ne dis pas de bêtises, à la fin du mois avec Google sur comment trouver des clients par Internet. Donc, si vous êtes intéressé, là aussi, les inscriptions sont ouvertes pour y participer. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. beaucoup. Merci.